On passe dorénavant à une ouverture sur l'extérieur avec l'intervention de 3 personnes. On va commencer, j'appelle sur la scène Monsieur Selos sur le thème de « Quelle agriculture pour demain ?» Monsieur Selos fait partie du Muséum national d'histoire naturelle. Il va se présenter et je suis convaincu que son intervention sera passionnante. Bien, alors merci de cette invitation. En fait, je suis plein d'humilité vis-à-vis de vous parce que je ne pense pas avoir grand-chose à vous dire, ou en tout cas grand-chose à vous apprendre. Bon, moi je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et j'ai également donc 2 équipes de recherche, l'une en Chine, dans le sud, dans le Yunnan, et l'autre à Gdansk, en Pologne. Et je fais partie des gens qui sont convaincus de l'importance non seulement de faire de la recherche, mais aussi d'essayer de la passer. Mais j'ai peur que tout ceci soit bien élémentaire et un peu léger face à tout l'investissement que je vois. Et c'est une chose, moi, qui me fait extrêmement plaisir quand j'entends ce que je viens d'entendre. Que ce soit peu de choses par rapport au fait que des gens qui sont réellement dans l'économie et dans l'actif soient capables de porter ces valeurs. Parce qu'en fait, c'est là qu'elles prennent leur sens. Ces valeurs, je veux dire, c'est les leçons finalement de ce que nous voyons et de ce que nous comprenons. Et nous avons l'impression parfois qu'elles n'inspirent pas encore assez le fonctionnement de la société. Bref. Sur ce prélude où je voulais vous dire que moi j'ai rien à vous apprendre, je n'ai rien à vous conseiller, et c'est pas le fait d'avoir grandi à la ferme qui change grand-chose à ça. Bien au contraire, vu la ferme que c'était d'ailleurs à l'époque. Je voudrais vous parler de la terre, de la mer et du ciel. Alors, ce que j'entends par la terre, c'est le sol. Parce que le sol, c'est l'origine du monde. Et quelque part, il faut s'en pénétrer et comprendre à quel point tout le reste est déterminé par ça. Par rapport à l'époque où j'ai fait mes propres études, le sol, il est devenu vivant. Il s'est animé. Je me rappelle le précis de Duchaufour sur le sol, où il y avait sur 180 pages, 20 pages sur le vivant, sur la vie dans le sol. Aujourd'hui, le sol, on sait très bien que le sol, en fait, c'est les écosystèmes terrestres. Regardez, dans 1 gramme de sol, vous avez à peu près 1 milliard de cellules de bactéries. Vous avez... Ça représente à peu près 1 millier d'espèces de bactéries, de façon standard. Vous avez entre 100 et 1000 espèces de champignons. Parce qu'en fait, c'est tout petit, ces trucs-là. Donc pour eux, c'est un petit peu comme moi dans Paris, quoi. 1 gramme de sol, c'est un endroit où on peut en mettre beaucoup. Récemment, d'ailleurs, on a vu paraître un inventaire des bactéries du sol de France, sous l'impulsion de l'équipe de Lionel Rangeard à Dijon, qui nous parle sur 2200 prélèvements de sol, analysés par les méthodes modernes d'ADN qui permettent de voir des microbes qu'on ne sait pas cultiver, qu'on ne saurait pas identifier par ailleurs, qui nous parle de 800 à 3000 espèces de bactéries par prélèvement, par sol, donc. Et au total, sur la carte de France, il dispose avec son équipe 115 000 espèces de bactéries, tout en étant conscient que s'il avait fait un prélèvement de plus, il aurait eu peut-être une centaine ou 200 ou 300 d'espèces en plus. Alors 115 000 espèces de bactéries, c'est à comparer à 570 espèces d'oiseaux, 6 500 espèces de plantes et 189 espèces de mammifères. Ça, c'est important parce que ça veut dire que la vie, elle est dans le sol. Et tout ce qui est au-dessus n'est qu'une vague projection de ce qui se passe dans le sol et ne reflète pas la diversité des écosystèmes terrestres. Les écosystèmes terrestres, c'est le sol, c'est là qu'est 50% de la biomasse vivante et 75% de la biomasse totale du vivant. Par exemple, on dit souvent que dans l'océan, il y a beaucoup d'espèces et il y a cette idée d'aller chercher la diversité dans les océans, et il y en a de fait, mais il y a 13% seulement des espèces connues qui sont dans l'océan, 23% sont dans le sol. Donc, en fait, les sols, ce sont les écosystèmes terrestres. Tout le reste n'est qu'apparence. Et je pèse mes mots. Parce que, et c'est le second point sur lequel je veux en venir, en fait, cette diversité d'espèces, on s'en tape de la liste des espèces, c'est la diversité des fonctions. C'est la diversité des façons dont ça marche. Je m'explique. Vous avez remarqué qu'en ville, on balaye souvent les feuilles mortes en automne. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en forêt, et Dieu merci pour l'ONF. Ce n'est pas quelque chose que vous faites dans vos exploitations, et Dieu merci pour tout le monde, parce que finalement, d'un point de vue salarial, ce serait dramatique. En fait, la matière organique, quand elle a accès au sol, elle est bue, consommée par le sol, et au fond recyclée. Et puis ça libère de l'azote, du phosphate, du carbone, qui est recyclé, qui sert à refaire la matière organique végétale.
C'est important parce qu'on ne réalise pas ça, ça se fait partout. On le réalise que quand on a mis du bitume, du béton, et que là, finalement, ce service écosystémique et systémique, il ne se produit plus. Le recyclage, c'est une de ces nombreuses fonctions qu'accomplit le sol, si discrètement qu'on ne donne pas de nom et on ne mesure pas le prix de cette fonction, mais c'est une fonction de base des sols. Eh bien, cette fonction-là, c'est sans doute la moins importante. En effet, il y a tout un tas d'autres fonctions qui sont accomplies par les sols. Par exemple, vous et moi, nous contenons de l'azote. D'où vient cet azote ? Je veux dire, bon, il vient de notre alimentation, d'accord, et finalement il vient de plantes. Mais d'où vient l'azote des plantes ? Il faut quand même réaliser que l'azote, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les roches. Il n'y a pas d'azote dans les roches. Pourtant, il finit par y en avoir dans les plantes. Bon, il y a dans le sol tout un tas de bactéries qui vivent seules, qui parfois sont associées d'ailleurs à des légumineuses. Là, je vous fais le dessin, vous voyez où je veux en venir, qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en azote organique, qui ensuite, moyennant minéralisation, moyennant décomposition, ce dont je parlais avant, deviendra de l'azote minéral. Mais fondamentalement, sans les sols, il n'y a pas d'azote dans la biosphère. C'est par là que l'azote rentre dans la biosphère. Alors voilà un autre service. D'ailleurs, il a été très rapidement mobilisé empiriquement avec l'utilisation des soi-disant engrais verts, qui cachent en fait des microbes qui font le boulot dans les racines, dans le sol. La création du stock d'azote de la biosphère, c'est le sol, très largement. Il faut aussi voir un autre service qui est de permettre aux plantes de pousser. Bon, déjà, on devine que le fait de mettre de l'azote dans le sol, le fait de recycler, de relibérer du phosphate, de l'azote, du soufre, tout ça, c'est des choses qui vont permettre aux plantes de pousser. Mais il y a un autre service que remplit le sol, qui est la présence d'auxiliaires de croissance. Et là, je vous parle de quelque chose qui intéresse mes équipes de recherche. C'est l'idée que les plantes, pour 9/10 d'entre elles, ne poussent pas sans champignons. Il n'y a pas de croissance possible sans champignons. Ces champignons qui sont dans les sols, qu'on appelle les champignons mycorhiziens, c'est eux qui s'associent aux racines, et pour le coup, comme ils sont dans tous les sols, ça marche tout le temps. Encore un de ces services écosystémiques dont on ne réalise pas qu'il existe seulement, car il est rempli partout. Par contre, quand il n'est pas rempli, ça commence à se passer mal. Bon, disons-le, une plante sans mycorhize, c'est une vision d'esprit, ça n'existe pas, ça ne se développe pas, parce que c'est par là, par les champignons, que la plante nourrit en carbone en échange, que les plantes sont capables d'exploiter le sol. Et d'ailleurs, elles le font depuis 400 millions d'années, depuis que les plantes sont plantes, il y a des racines, ou pas de racines, il y a des parties souterraines qui abritent des champignons qui vont faire le travail. D'ailleurs, c'est de la bonne sous-traitance, parce que, un, ils le font pour moins cher, faire un filament de champignons, ça coûte moins cher que de faire un rhizome ou une racine, et puis deux, en plus, on peut licencier comme on veut. Je veux dire, la vie de champignon mycorhizien, c'est pas commode. Quand la plante a assez à manger, elle cesse de nourrir le champignon en sucre parce qu'elle n'en a plus besoin. Et alors justement, ça c'est important parce que pour le champignon, par contre, la santé de la plante est quelque chose de déterminant. Et on sait aujourd'hui que la santé des racines, mais bien plus, l'efficacité dans toute la plante de façon systémique des défenses immunitaires, elle est liée aux champignons qui colonisent les racines. Même la réaction des feuilles aux pathogènes est liée à ça, jusqu'à l'expression des gènes dans le fruit. Et cet effet systémique, qui est largement protecteur, eh bien on le perd quand on a moins de champignons. Et là, vous sentez un petit peu le désastre actuel, où l'apport d'engrais fait que la plante se sert toute seule et nourrit plus son champignon, et perd au cours de ce processus, évidemment aussi l'effet phytosanitaire. Et on se retrouve avec une dynamique pernicieuse, où les plantes ont donc besoin de plus en plus d'avoir de l'azote et du phosphate amenés sous forme facilement consommable, parce que leurs auxiliaires ne sont plus guère là. Et d'autre part, comme ces auxiliaires ne sont plus guère là et n'opèrent plus l'effet phytosanitaire qu'ils opèrent habituellement, eh bien la dépendance aux intrants, aux pesticides augmente, puisqu'il faut aider la plante à se défendre. Et ces engrais et ces pesticides vont davantage encore réduire la capacité du sol à fournir des champignons en racines et au tour suivant augmenter encore la dépendance. Bon, en tout cas, dans la nature, un des services du sol, c'est d'amener les champignons qui nourrissent les plantes. Donc la plante est un service écosystémique du sol. Elle est produite par le sol. Ces dernières années, on observe des baisses de rendement dans l'agriculture française et on compte que depuis 2016, 10% des baisses de rendement observées résultent simplement de la baisse du fonctionnement du sol sur les paramètres et les mécanismes que je viens de dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, les mécanismes de ces services écologiques ne sont plus entretenus de façon durable. Alors ce chiffre est une estimation, il vaut ce qu'il vaut, mais ce que je voulais vous dire dans ce point de mon propos, c'est qu'après vous avoir montré que c'était la diversité des espèces, les sols, je viens de vous montrer que c'est la diversité des fonctions. Il y a dans le sol des microbes qui convertissent le soufre organique en sulfate,
qui convertissent l'azote organique en nitrate, c'est-à-dire ces formes qui vont être réutilisables par les plantes. Il y a des choses qui oxydent le fer, d'autres qui réduisent le fer, d'autres encore qui dénitrifient, qui transforment l'azote organique ou minéral du sol en azote gazeux. Et il y a là des mécanismes, des fonctions qui font tourner les cycles de la matière, qui font les cycles de la matière, et vous ne ferez jamais tourner les cycles de la matière avec seulement des plantes et des animaux. C'est pas vrai, ça ne marchera pas du tout. En fait, c'est tous ceux qui sont dans les sols qui font ça. Et donc, il y a aussi une diversité fonctionnelle dans les sols. Mais là, je voudrais en venir à autre chose, c'est que les sols, on pourrait penser qu'ils sont importants pour les exploitations et les plantes qui poussent dessus. Mais en fait, c'est se tromper. Je vous avais promis de vous parler du ciel et de la mer, et bien c'est maintenant que je vais le faire. On ne réalise pas à quel point le sol est important pour l'environnement plus global, planétaire. Et je vais vous parler de deux phénomènes, pour le coup, qui sont des phénomènes qui peuvent être ou bien très vertueux, ou bien destructeurs. Le premier phénomène, c'est l'érosion. Trop d'érosion met en péril la survie des sols. Vous y en êtes conscient. Il faut être conscient que l'agriculture retournée, l'agriculture labourée augmente de 10 à 100 fois le taux d'érosion des sols. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui met en péril les sols. Vous savez, on dit souvent que les sols méditerranéens ne sont pas bien riches, et on voit des tas de pierres très souvent. Mais ne vous l'aurez pas, hein. Ce que nous dit la palynologie et l'étude des traces de végétation fossile, c'est que c'est juste 5000 ans d'agriculture retournée. C'est tout. Alors évidemment, dans la Beauce, ça ne fait pas 5000 ans. Donc on a encore 3000 ans. Mais il faut bien réaliser que cette érosion, dont l'excès est d'ailleurs réversible, hein, parce qu'en permaculture, on revient au taux d'érosion ordinaire. Dites-vous qu'un sol de Beauce érode autant qu'un sol alpin. Alors même qu'il n'a pas la pente. Cette érosion, dont l'excès évidemment est nuisible, est un phénomène vital. Et d'ailleurs, elle fait que s'il n'y a plus de sol à un moment, il y aura un problème. C'est que c'est dans les sols que s'altèrent les roches, qu'elles se transforment en solutés ou en particules, et qu'elles passent ensuite dans les rivières, dans les fleuves, et qu'elles arrivent dans les océans. N'avez-vous pas remarqué que ce sont les bandes côtières où l'on réalise la pêche? Les pays se battent pour garder et protéger l'accès à leurs eaux côtières. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a à pêcher. Ben oui, au milieu de l'océan, les cadavres sombrent au fond de l'océan, emmenant l'azote, le phosphate, et puis encore le fer. Et au milieu de l'océan, il y a de la lumière, il y a de l'eau, mais il n'y a pas grand-chose qui se développe parce qu'il n'y a rien à manger. Ce qui fertilise l'océan, c'est le jus des sols. Illustration. Quand on bâtit le barrage d'Assouan, on fait se décanter le Nil. Et la pêche à la sardine s'effondre dans l'est de la Méditerranée en 15 ans, de 95% en biomasse. Parce qu'il n'y a plus rien qui vient nourrir le plancton et que les chaînes trophiques s'écroulent. Alors là, c'est un barrage qui fait le travail. D'ailleurs, ça pose le problème des installations de type barrage sur nos rivières, n'est-ce pas? Qui sont donc l'ennemi de la pêche, on l'a bien compris. Mais d'un autre côté, s'il n'y a plus de sol, si le sol est complètement érodé, alors l'activité de décomposition, d'altération et finalement l'activité de relâchage de la fertilité des roches sera amoindrie. Et demain, c'est la fertilité de nos océans qui est en jeu si nous n'avons plus de sol. Aujourd'hui, on compte que 25 à 40 milliards de tonnes filent tous les ans, bon an, mal an, vers la mer, contre 7 milliards avant l'intervention de l'homme, avant l'activité agricole. Vous voyez la différence. Et ça veut dire que l'érosion, il en faut un minimum, il n'en faut pas trop, et il y a un curseur à trouver. Et le curseur, c'est ceux qui gèrent la parcelle qui vont le fixer. Le deuxième phénomène qui est capable du pire comme du meilleur, c'est l'effet de serre. D'où sortent les gaz à effet de serre? Alors ils sortent bien sûr des activités anthropiques, mais ils sortent aussi des sols. L'effet de serre, c'est un truc compliqué, hein. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 18 degrés en moyenne sur le globe. Actuellement, la température moyenne est aux alentours de 15 degrés. Bon, évidemment, trop d'effet de serre, ça se passe mal. Et l'agriculture a vraiment la main sur le radiateur. Un grand climatologue américain, Rudy Mann, s'est aperçu que dans les cycles de glaciation que nous vivons et qui sont prédictibles à partir de phénomènes astronomiques, la dernière glaciation est plutôt mal partie. Oui, parce que nous rentrons en glaciation actuellement. En tout cas, d'après le déterminisme astronomique de ces glaciations récurrentes qui nous atteignent depuis le début du Quaternaire. Eh bien, en fait, quelque part vers 5000 ans, il commence à y avoir plus de méthane que attendu. Et ça chauffe l'atmosphère. Et en réalité, nous dit Rudy Mann, avec des arguments certes encore contestés, mais que moi je trouve convaincants,
c'est le début de la riziculture inondée. Mais ce n'est pas le début de la modification du climat par l'agriculture. Ça commence un petit peu avant. Vers 10 000 ans avant le présent, on commence à voir une quantité de CO2 dans l'atmosphère qui n'est pas celle qu'on aurait dû attendre au regard des déterminismes astronomiques du climat. Il y a 10 000 ans, c'est le début de l'agriculture retournée au Moyen-Orient et en Chine. Et surtout en Chine. Mais il ne faut pas le dire parce que nous, on croit que ça a été inventé au Moyen-Orient. En tout cas, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, on commence à mettre plus d'oxygène dans le sol, à aider le sol à respirer, et on commence à relâcher du CO2. Donc il y a longtemps que l'agriculture, et bien sûr le sol, ont la main sur le radiateur. Et demain, on peut s'inquiéter de savoir si justement, c'est pas une des choses qu'on pourra reprocher à l'agriculture que de n'avoir pas su maintenir la température vivable. Érosion et effet de serre nous montrent que les sols construisent le ciel et la mer. C'est ce que je vous avais proposé comme programme, et surtout qu'ils sont des éléments de régulation de notre environnement et que finalement les services écosystémiques qu'ils rendent sont exportés à d'autres compartiments du monde. Face à ça, les sols sont des grands incompris. D'abord, ils sont faits de composants trop petits pour être vus. Tout ce que j'ai dit, et surtout le fait d'activités microbiennes, la fabrication du méthane, la respiration dans le sol, ça ne se voit pas bien. En plus, les sols sont opaques, on ne voit pas à travers. D'ailleurs, on pense que les écosystèmes terrestres s'arrêtent à la surface du sol. Demandez à n'importe quel adulte dans la rue de dessiner un arbre et regardez combien mettront les racines. Petit, trop petit pour être vu, opaque, et puis sale. Je rappelle que c'est là qu'on met les morts et qu'on enterre les déchets. Il est culturellement sale, le sol. Alors que beaucoup de mes amis me disent qu'il vaut mieux, quand on a très faim, faire de la géophagie, manger du sol, que de manger la première plante venue. J'espère ne jamais avoir à faire l'expérience de cela, l'expérience de la faim. Mais oui, les sols, ils sont connotés culturellement, et donc on n'a pas trop envie de s'y intéresser. D'ailleurs, vous dirais-je combien d'heures j'ai eu de pédologie dans ma formation universitaire? Alors elle est un peu ancienne, et ça tient de l'archéologie de l'enseignement universitaire français, mais sérieusement, non, je n'ai pas eu de pédologie. Moi, j'ai été universitaire, et ben, il n'y en avait pas. Il y en avait un peu dans les écoles d'agro, mais voilà. Puis un jour, j'ai croisé Claude Bourguignon, et j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui m'avait échappé. Ça m'a ouvert la porte des sols. Alors, je reviens à ça. Culturellement, on n'est pas très préparé pour ça, et il y a des trucs qu'on ne comprend pas, par exemple. Je vais vous donner un exemple de trucs qu'on ne comprend pas. On vit aujourd'hui dans une société où on nous dit qu'il faut manger moins de viande. Et il y a plein de raisons de manger moins de viande. Franchement, une viande nourrie au soja venu de l'autre bout du monde et en stabulation, j'en veux pas. Mais par exemple, il y a des écosystèmes. Alors, pardon de la publicité, c'est une chose que j'essaie de démontrer dans mon dernier livre que j'ai publié sur les tanins. Il y a des écosystèmes où les sols sont complètement verrouillés de tanins qui empêchent la minéralisation, l'action de décomposition de se faire. Dans ces écosystèmes-là, les plantes ne poussent pas beaucoup. C'est les landes du Connemara, c'est les landes bretonnes, c'est les landes et les pelouses d'altitude dans le Massif central. Dans ces écosystèmes-là, à moins de les perturber drastiquement en amenant à la fois du pouvoir tampon, de l'azote, du phosphate, à moins de faire des choses qui nous coûteraient un effet de serre colossal, et dont je ne suis pas sûr qu'elles soient très durables non plus, il est hors de question de planter une salade. Il y a des sols à viande. Dans ces sols-là, il vaut mieux lâcher une bestiole qui va aller pâturer, capturer de temps en temps ses petits, et ça nous fera une viande qui n'aura pas un coût écologique énorme, alors que la production végétale aurait là un coût énorme. Il y a des sols à viande, et qui nous fourniraient sans doute largement, à l'échelle globale, les 15 à 25 kilos par an qui sont nécessaires à la santé. Très loin des 100 en Europe à 150 kilos par an et par personne qu'on a actuellement donc, dans les sociétés occidentales et qui ne sont pas soutenables, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a des terres à viande. Voilà. Et bien ça, c'est très difficile à expliquer aux gens parce que la logique du sol et son fonctionnement est souvent méconnue. Alors maintenant, quoi faire? Parce qu'on approche du moment où je vais rendre l'antenne, je ne voudrais pas vous prendre la tête avec des trucs théoriques et généraux trop longtemps, mais quand même, discutons un petit peu de quoi faire. Alors la première remarque, c'est qu'il n'y aura jamais de solution générale. Et c'est ici que le praticien aura toujours son mot à dire. D'abord, il y a toujours plusieurs options. Ensuite, on ne sait jamais si ce qu'on fait n'aura pas d'effet de bord. Après tout, les gens qui ont inventé les pesticides et qui ont inventé les engrais d'origine chimique n'étaient pas des terroristes. C'était des héros de l'humanité qui cherchaient à stabiliser la production et
à nourrir le monde, et y sont arrivés, mais avec des effets de bord qualitatifs qu'aujourd'hui nous ne voulons plus. Raisonner que toutes les solutions que nous trouvons créeront des effets de bord qui seront demain des problèmes pour la génération suivante. On ne fait rien sans conséquence. Et il n'existe pas de recette miracle. Et puis aussi, il n'existe pas de recette miracle qui s'applique partout. Si on croit au terroir, on ne peut pas penser qu'il y a une recette unique pour tous les sols. J'ai des amis à moi qui disent, et je vais vous en reparler, il faut mettre de la matière organique dans le sol. Moi, je demande à voir quel sol. D'autres encore, je suis membre du conseil d'administration de l'Association française d'agroforesterie, qui disent qu'il faut des arbres dans les champs. Oui, mais il faut voir lesquels. D'accord, il n'y a pas de solution universelle. Donc quoi faire? Ce sera une histoire locale. Et ce sera une histoire de choix où l'on choisira des voies qui nous paraissent avantageuses, mais qui de toute façon auront des effets secondaires que nous devrons surveiller. Ce qui n'a pas été assez bien fait, au fait, à l'époque où les pesticides et les engrais minéraux ont été recrutés pour l'agriculture. Quoi faire? La première chose se passe loin du sol. Et là, je vais vous parler d'une autre de mes hernies, c'est l'enseignement. Comment voulez-vous vendre vos produits à des gens qui ne connaissent pas les raisons que vous avez et que vous éprouvez de les produire? Vous avez besoin des citoyens. On ne fait rien sans les citoyens. On ne fait rien sans les consommateurs. Et qui les forme, les consommateurs? Pardon de parler quelques instants de cet aspect-là. C'est un aspect qui, probablement, est la plus mauvaise nouvelle, moi, que j'ai eue professionnellement dans ma vie. On a supprimé l'enseignement des sciences de la vie et de la terre en première et en terminale. C'est plus au tronc commun. Alors bien sûr, il y a toujours une option qui est en dure compétition avec l'option maths et l'option physique, sachant qu'on peut en choisir que deux et que donc, il vaut mieux assurer les matières de la compétition et de la sélection plutôt que celles de la compétence. Bon. Donc ça, c'est dramatique. On a créé, pour être technique, les terminales C sans les 2 heures de SVT par semaine qu'on avait. Mais surtout, on en vient à penser que finalement la santé et la nutrition sont des options. Car finalement, ces disciplines, les SVT, c'est pas juste pour connaître la géologie de la planète rouge ou les migrations de l'anguille, hein, c'est aussi pour apprendre à se nourrir, à se soigner. Ça, c'est pas des options. Hein. Je veux dire, il y a des jours que vous passez sans faire un calcul. Il y a des jours que vous passez sans appliquer une loi de la physique, consciemment en tout cas. Il y a peu de jours où vous ne mangez pas, et je souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup de jours où vous ne baisiez pas. Oui, ça demande quand même une certaine formation pour ne pas le faire n'importe comment. Hein. Moi, je suis dans des écoles où j'ai des gamins qui me disent « mais c'est quand même, il suffit de boire un peu beaucoup, parce que quand on est ivre, on ne se transmet pas le sida ». Donc, pour revenir à ça, on a des... Non, mais c'est vrai, hein. C'est une légende urbaine qui court dans les... J'allais dire les cours de récréation, les cours de lycée. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai donné un exemple assez saillant de quelque chose qui se propage jusqu'au geste de consommateur ensuite. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir prendre en main de former une génération qui va avec vos produits. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en a pas pris le chemin. Les citoyens. On va dire c'est loin des sols. Et les sols, qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'abord, vous avez vu qu'ils respirent plus. Je vous ai dit qu'à force de les avoir retournés, l'oxygène est rentré dedans, la respiration était plus aisée, et ils ont déstocké de la matière organique en respirant. D'ailleurs, comparez votre sol agricole à un sol de forêt voisine, à géologie semblable, vous verrez que la quantité de matière organique n'est pas tout à fait la même. Vos sols sont pâles. Et ce n'est pas un signe de santé. Vos sols sont pâles, et il y a des gens qui ont fait le calcul suivant. Ils ont regardé, alors c'est un calcul encore à la louche, hein, justement pas très local, mais ils ont regardé quelle était la masse de matière organique du sol. Oui, et ils l'ont divisé par la quantité de matière organique qu'il faudrait mettre dans le sol pour que tout le CO2 que produit l'humanité passe dans le sol cette année-là. Et ils ont établi qu'il suffit d'augmenter de 4 pour 1000 la quantité de carbone dans le sol chaque année pour avaler tout le CO2 produit par l'humanité. 4 pour 1000 en moyenne, c'est pas énorme, 4 pour 1000. Et puis comme c'est des sols, les sols agricoles où on a déstocké beaucoup, on doit pouvoir en remettre beaucoup. Et donc, remettre du carbone dans le sol, c'est une façon de mitiger l'effet de serre. J'en connais qui vont parler, qui vont expliquer à Bolsonaro ce qu'il faut qu'il fasse chez lui, qui ferait bien de regarder chez eux qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'effet de serre, parce que nous, on a des sols qui sont tout pâles, tout malades, tout sans matière organique, et personne ne nous parle de remettre de la matière organique dedans. J'appelle ça une position d'ignorance coupable d'une écologie des solutions et un recours excessif à l'écologie punitive.
celle des taxes, celle des interdictions, celles qui permettent d'aller emmerder un autre dirigeant, qui évidemment réagit mal et fait l'opposé de ce qu'on voudrait lui faire faire. Donc, le carbone. Dans le même temps, en fait, de carbone, nous mettons une quantité énorme de carbone à la poubelle, dans nos poubelles. Et quand on les recycle, en plus, ce carbone, on le composte. Oui, quand on recycle la matière organique, souvent, pour des raisons techniques, on composte. Ce qui fait qu'en fait, on va perdre la matière organique, reconcentrer l'azote et le phosphate, et le garder, certes, mais on va perdre la matière organique. Mettre du carbone dans les sols, ça me paraît déjà une bonne idée. La deuxième chose, revenons à cette érosion-là. Bon, vous vous doutez que je vais vous parler du labour. C'est évident que le labour, il a accru la fertilité en remontant des éléments minéraux vers la surface. Mais c'était un emprunt sur l'avenir, parce que dans le même temps, en augmentant l'érosion, il rend les sols moins durables. On a passé 1000 ans ou 2000 ans en France à emprunter sur l'avenir, et il est temps d'arrêter d'emprunter et de laisser les sols retrouver des taux d'érosion compatibles avec leur survie. Et d'ailleurs, une bonne façon que les sols érodent moins, c'est que les morceaux de sol soient plus collés. Vous savez comment coller les morceaux de sol entre eux pour qu'ils ne s'en aillent pas dans l'eau ? Mettez de la matière organique. Ça colle. La structure du sol, c'est la matière organique. Et oui, on découvre tout d'un coup que ce 4 pour 1000 serait aussi une solution pour mitiger l'érosion. Alors, pas dans tous les sols, mais sans doute dans pas mal de sols agricoles. Petite remarque, je redis un chiffre ou une valeur que j'ai donnée tout à l'heure, la permaculture permet de réverser complètement les effets négatifs de l'agriculture sur l'érosion. La quatrième chose, c'est qu'ayant compris que le sol est vivant, il faut lui permettre de vivre. Il faut lui permettre de vivre. Or, nos sols agricoles ont perdu entre 30 et 40% des micro-organismes qu'ils contenaient auparavant. Ce qu'on estime en regardant des sols semblables qui sont peu manipulés. 30 à 40% des micro-organismes, c'est une mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est qu'en termes de biodiversité, les sols agricoles n'ont pas perdu. La diversité des espèces dans les sols agricoles est encore extrêmement élevée. Et on n'a pas de preuve qu'elle soit drastiquement altérée. Par contre, le nombre de représentants par espèce commence à diminuer, ce qui fait que la biomasse totale est moindre. On est un petit peu comme il y a 10 ans sur le rhinocéros blanc, quoi. Il était toujours là. Bon, ils étaient 3, dont un mâle, mais ils étaient toujours là. Ils étaient moins nombreux. Donc, c'est pas la bonne piste, ça, parce que 10 ans plus tard, le mâle est mort et... Enfin, je ne veux pas de dessin, c'est un peu comme chez nous. Les mâles sont pénibles pour les femelles, mais enfin, ils sont quand même nécessaires pour faire des petits. Et donc, cette réduction de quantité d'individus par espèce, elle est inquiétante en tendance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est temps de bouger, parce qu'il y a encore la diversité d'espèces dans ces sols. Alors vous allez me dire, que faire pour aider la vie dans les sols ? Ce n'est pas une question évidente. Mais la première chose, c'est que comme il y a beaucoup de micro-organismes qui mangent du carbone organique, on pourrait mettre du carbone organique dans les sols. Ça a quand même l'air de résoudre plusieurs problèmes. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être des choses à ne pas mettre dans les sols. Je ne sais pas si cette discussion, qui n'est pas une discussion, ce monologue-là, vous êtes odieux ou pas, mais je sens qu'il va le devenir. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un microbiologiste ne pourra jamais défendre l'usage du glyphosate. Jamais. Jamais. C'est en particulier un toxique grave, hyper efficace pour les champignons mycorhiziens. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut sortir du glyphosate demain. On est en train de dire qu'il faudrait quand même lancer une recherche sérieuse, sérieusement financée, sur les alternatives au glyphosate. Parce qu'un jour, on va en sortir, et on va en sortir en catastrophe, en disant du jour au lendemain, vous n'en utilisez plus. Donc, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de fustiger l'usage actuel du glyphosate. J'ai bien compris qu'on est dépendant à ça. Bon, il y en a qui sont dépendants à la cigarette, d'autres à l'alcool. Mais en prenant des mesures et le temps, on doit pouvoir arriver à s'en sortir. En tout cas, il faut y croire. Il faut l'espérer. Parce que c'est vraiment pas bon pour les micro-organismes du sol. Donc, enseigner, remettre du carbone dans les sols, gérer l'érosion, gérer les stocks de micro-organismes et finalement les fonctions sous-jacentes, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. La liste des espèces, on l'a dit tout à l'heure, ça intéresse que les microbiologistes. Et puis aussi, surtout, surveiller les surfaces. Parce qu'aujourd'hui, les décisions d'aménagement prennent très peu en compte la valeur d'un sol agricole. Alors, vous connaissez les chiffres, 26 mètres
carrés de terre artificialisée en France chaque seconde. Ça nous fait un département de taille moyenne rayé de la carte tous les 7 ans. Et on ne peut pas faire des contournements autoroutiers ou routiers de partout, des nouvelles lignes de TGV sans que ça ait un coût. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les faire, mais il faut vraiment réfléchir avant de se lancer, parce qu'il y a des endroits où, effectivement, on supprime ce qui nourrit l'humanité, qui règle la température du ciel et qui nourrit l'océan. Alors finalement, quand on voit qu'un projet comme Europa City est mis entre parenthèses, on se dit c'est bien, mais on est impatient de savoir si le projet alternatif sera un projet qui préservera du sol. Aujourd'hui, il y a un vrai problème sur les surfaces qui tient dans nos pays surtout aux infrastructures aménagées qui gagnent en surface, mais il y a aussi un autre problème dont je vais vous parler un moment, c'est la salinisation des sols. Il faut savoir, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous paraît trivial, que quand on irrigue un sol avec de l'eau de rivière, à la différence de l'eau de pluie, elle a une charge minérale. Et si un sol irrigué n'est pas drainé, et qui installe des drains quand il irrigue? Si un sol irrigué n'est pas drainé, l'évaporation va dominer dans les processus qui entraînent l'eau et la charge solide se déposera. S'il y a un drain, ou s'il y a une période très humide, vous voyez, une période de pluie, alors les sels minéraux partiront par entraînement avec l'eau qui repart par ruissellement profond ou même ruissellement surfacique. Mais si seule l'évaporation et l'évapotranspiration par les végétaux est la façon dont l'eau que l'on amène s'en va, eh bien on salinise, et j'ai le regret de vous dire que 30% des sols agricoles français sont en cours de salinisation. Alors à des rythmes qui n'ont rien à voir avec les sols désertiques irrigués, c'est sûr, mais ils sont en cours de salinisation, c'est-à-dire que la salinité augmente. Et ça, nous on peut le faire, sans doute nos enfants pourront le faire, mais à terme, il n'y a pas de reste soutenable. Les réductions de surface, sous l'effet des aménagements et de la salinisation, sont deux inquiétudes également à prendre en compte. On dit que la dégradation des terres affecterait déjà directement la santé ou l'alimentation de 3,5 milliards de personnes dans le monde. Et on compte que d'ici 30 ans, 50 à 70 millions d'individus pourraient être contraints de migrer, faute de sols fonctionnels. Et on voit ici que les sols recoupent des enjeux géopolitiques aussi, alors que ceux qui étudient la géopolitique n'étudient pas les sols. Et ça, c'est tout simplement pas possible, mais c'est programmé dans le secondaire, puisqu'ils n'en auront même plus en première et en seconde. Nous avons, dans la commission des programmes, fait ce que nous avons pu pour interroger l'élève sur d'où vient sa nourriture, découvrir qu'au bout, il y a une exploitation, des terroirs, des gens, un sol. Nous avons recommandé, dans le cadre du programme de seconde, une visite d'exploitation agricole, mais nous n'avons qu'une heure et demie d'antenne, 2 fois moins que l'histoire géo, alors que choisir entre l'histoire géo et les sciences de la vie de la Terre aujourd'hui, c'est choisir entre sa main droite et sa main gauche. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais nous aurons besoin que la société bouge plus si elle veut des enfants à la hauteur des enjeux de leur propre vie, ou en fait, d'ailleurs, vous entendez parler de migration, de leur survie. Je suis désolé d'être alarmiste, et je le suis face aux gens qui sont peut-être ceux qui essaient de regarder le plus en face la solution, mais j'espère au moins vous avoir convaincu que ce que vous avez entre les mains, c'est de l'or, et combien j'estime la façon dont vous essayez de le gérer. Voilà ce que je voulais vous raconter. Marc-André, j'aurais une question très pratico-pratique et très en lien avec ce que vous avez pu entendre ce matin. Pardon de ramener ça vers notre chapelle, mais comment vous avez perçu, de manière très courte, parce qu'on a très peu parlé de la question des sols au final, dans tout ce qu'on a dit depuis ce matin, comment vous avez perçu l'engagement de nos producteurs vers cette voie d'agriculture responsable? Le sol, je l'ai vu sur 2 diapos, déjà, dont acte. Moi, je pense qu'effectivement, il y a tout un tas de... J'ai entendu plusieurs choses qui allaient dans le bon, de ce que j'appellerais le bon sens. Je ne suis pas naïf, hein. Les scientifiques ne savent pas tout et peuvent se tromper d'ailleurs dans les préconisations ou le ressenti qu'ils ont. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que... Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement sain par rapport à ça. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on parle de cette question du glyphosate, là. Hein. C'est quand même un problème un peu irritant. Et étant issu du monde agricole, je sais exactement à quel point c'est irritant. Hein.
combien, par exemple, ça peut toucher au porte-monnaie. Mais, donc il y a peut-être des points comme ça dont il faudrait qu'on parle, mais surtout, moi, ce qui m'attriste, c'est que je vois bien des démarches qui sont des démarches assez personnelles. Voyons, Aziz, si je peux vous appeler par votre prénom, parce que je n'ai pas retenu votre nom. On sent bien le côté personnel de la démarche. Et c'est ça qui m'attriste, c'est qu'il n'y a pas de caractère institutionnel ou de soutien sociétal, finalement, à ces démarches. Moi, c'est ça qui me perturbe le plus. C'est le seul commentaire que je pourrais faire, là. Mais on doit arriver à le générer, surtout s'il y a une demande citoyenne. Mais ce n'est pas vous et moi qui représentons une toute petite fraction de la population qui pouvons sécréter l'appui qu'il y aurait et qui permettrait de généraliser vos démarches. Et de vous aider à éventuellement aller plus loin, là où il faudra un jour bouger. En tout cas, j'espère que vous accueillerez des classes bientôt. Avec grand plaisir. Nos adhérents accueillent des écoles. Bonjour. Bonjour, Olivier Masbou, agence de presse Socopag et Rungis Actualité. Vous avez évoqué le 4 pour 1000. J'ai souvenir qu'il y a 5-6 ans, le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll, avait lancé une initiative 4 pour 1000 avec un de vos collègues de l'INRA, je crois. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que c'est la première fois depuis 5 ou 6 ans que le mot 4 pour 1000 me revient aux oreilles. Oui, alors Stéphane Le Foll a été un ministre de l'Agriculture atypique, hein. Il était compétent, je crois, en agriculture. Je veux dire par là que c'est quelqu'un qui a... Alors, il avait des idées qu'on peut aimer ou pas, hein. Moi, par exemple, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, mais il avait vraiment un projet d'ensemble, et effectivement, il a poussé le 4 pour 1000. Et puis, après, voilà, ça passe finalement avec les ministres. Mais moi, c'est un truc qui m'ennuie un petit peu. C'est qu'il y a des domaines où on a acquiescé que finalement, les programmations doivent survivre au gouvernement. Pensez à la défense. Et il y a des domaines stratégiques où malheureusement ça passe avec les gouvernements. Et c'est ça qui s'est passé. C'est plus aujourd'hui une très grande priorité. Alors que c'était une des choses qu'il avait essayé de lancer. Il avait aussi fait beaucoup d'efforts vers l'agroforesterie. C'est moi comme ça que j'ai rencontré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de relance là-dessus. Et or, ça ne peut se déployer, ce genre de politique, que dans le temps long, évidemment. Hein. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, le 4 pour 1000 est un peu perdu de vue. Bonjour, enchanté. Paul Lu, secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000. Vous allez pouvoir nous en dire plus alors. Oui, mais je ne suis pas censé prendre la parole aujourd'hui. Merci Olivier de me tendre la perche. Tout le monde a la parole, Paul. Merci. Merci mon cher Marc. Oui, en fait... vous n'avez pas tout à fait raison quand vous dites que le 4 pour 1000 n'a pas survécu au départ de Stéphane Le Foll. Stéphane est toujours à nos côtés, il est notre vice-président, notre président est Ibrahim Mayaki, secrétaire exécutif du NEPAD en Afrique. L'initiative a survécu, je vous rassure. On a de plus en plus de moyens, même si nos moyens sont, en tant que secrétaire exécutif, je peux le dire, insuffisants par rapport aux actions qu'on aimerait mener. On est présent partout, on a 400 partenaires et membres aujourd'hui à travers le monde. On a le plaisir d'avoir Demain la Terre parmi nos adhérents. Et on essaie modestement, avec les petits moyens qu'on a, de continuer à faire progresser la grande idée que vous avez très bien développée. D'ailleurs, je vous invite à devenir un de nos ambassadeurs, si vous voulez bien. Vous avez remarqué que je le fais. Hein. Oui. Sans avoir le statut d'ambassadeur, vous le faites très bien, beaucoup mieux que ce que je ne pourrais le faire. Et on poursuit cette volonté de promouvoir la séquestration du carbone dans les sols pour contribuer à l'atténuation du changement climatique, l'adaptation de l'agriculture, vous en avez un peu parlé aussi, mais à travers toutes les fonctions que vous avez décrites, c'est exactement ce qu'on recherche. Le changement climatique, il est déjà en marche. On est en train d'essayer, quelques-uns au moins, d'essayer de l'atténuer, mais il est toujours là, et il sera encore là, et l'agriculture devra s'y adapter aussi. Et puis à travers tout ça, bien évidemment, ce qu'on recherche, c'est la sécurité alimentaire de la population mondiale, et l'agriculture, une de ses premières fonctions, c'est de fournir nos aliments. Mais on le fera si on maintient le capital sol et la santé de ce capital, comme vous l'avez très bien expliqué. C'est ce que nous cherchons à faire. Alors la particularité, et je ne veux pas être trop long parce que je sais qu'on est déjà pas mal en retard, c'est que
l'initiative 4 pour 1000 est une des rares à travers le monde à être une initiative multipartenariale, c'est-à-dire que nous associons non seulement des gouvernements, des organisations internationales, mais aussi des groupements de producteurs, donc les gens qui font le travail sur le terrain, des ONG, vous avez parlé d'éduquer, entre guillemets, le consommateur notamment, et de porter une certaine parole, les ONG sont aussi là pour ça. Nous avons aussi des scientifiques qui travaillent avec nous, on a parlé de l'INRA tout à l'heure, avec des scientifiques qui ont un peu porté ce calcul que vous avez décrit tout à l'heure et qui a conduit ce chiffre de 4 pour 1000. Et puis, nous avons aussi des entreprises, parce qu'on ne peut pas faire un travail cohérent d'ensemble si on ne met pas tous les acteurs autour de la table. Et notre travail à nous, c'est de faire exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire non seulement de porter un message, mais aussi de faire en sorte que tout le monde autour de la table travaille ensemble pour essayer d'améliorer notre avenir. Alors, je suis désolé si j'ai paru annoncer votre décès, alors qu'effectivement, je sais bien que vous n'êtes pas mort, hein, et je serais ravi d'avoir une conversation séparée avec vous. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a passé avec le FOL, c'est la dimension gouvernementale de cette ambition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, je pense que Bruno Ferrara pourra peut-être nous en parler mieux, parce qu'il fait partie de ceux qui ont été justement dans la continuité. Donc, c'est bien, ce dialogue se poursuit. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la salle, effectivement.